et de présenter les bonnes pratiques. Et la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui ensemble, c'est la suivante. Comment les nouveaux leviers de collecte peuvent conjuguer innovation, efficacité et respect des principes de confiance? Je vous laisse prendre le relais, messieurs. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de participer à ce webinaire avec ces invités. Aujourd'hui, on va un petit peu parcourir ces nouveaux dispositifs de collecte que sont le peer-to-peer, l'arrondi en caisse, le don sur salaire également, bien sûr, et savoir un peu pourquoi ces dispositifs se développent aujourd'hui, à quoi servent-ils, à quels enjeux ils répondent et comment ils complètent la collecte traditionnelle, notamment au regard de l'actualité, qui peut être effectivement, qui peut avoir son importance, l'actualité des financements. Et puis, on va également aborder, bien sûr, webinaire du don en confiance, en quoi ces innovations renforcent ou fragilisent, le cas échéant, la relation de confiance que l'on peut avoir avec les donateurs. Alors, avant de se lancer dans notre sujet et de laisser la parole à nos intervenants, je voulais juste en introduction faire un petit point rapide sur les principes qui sont les nôtres au don en confiance en matière de collecte. Donc, comme Rachel l'a dit en introduction, pour ceux qui ne nous connaissent pas, depuis 1989, Don en confiance contrôle et accompagne les organisations qui font appel à la générosité du public pour renforcer le lien de confiance avec les donateurs. Pour ça, on s'appuie sur un référentiel déontologique dans lequel il y a 5 grands principes que vous voyez affichés à l'écran: le respect du donateur, la transparence, la recherche d'efficacité, la probité et le désintéressement. Et on a ajouté en 2024 un 5e pilier qui porte sur l'éthique et les engagements RSE des organisations d'intérêt général. Donc, ce référentiel déontologique qui recouvre 3 grandes thématiques que sont la gouvernance, la gestion et la communication. Donc sur spécifiquement ce qui est notre sujet, à savoir les relations entre les associations et les prestataires de collecte. Ce qu'il faut savoir, c'est que le don en confiance ne se positionne pas comme un appui technique pour aider les associations à choisir tel ou tel prestataire de collecte, ni pour répondre à des questions légales, ni pour avoir un rôle de prescripteur. Le don en confiance n'interfère pas du tout dans les relations commerciales. Voilà, il n'a pas vocation à orienter les organisations vers tel ou tel prestataire. En revanche, c'est vrai que dans notre référentiel déontologique, on a évidemment beaucoup de règles qui portent sur la collecte, puisque c'est un peu le fil rouge de notre référentiel. Et on a en particulier des règles qui portent sur les relations entre les organisations qui font appel à la générosité et les prestataires. On a notamment une règle qui est fondamentale, c'est la règle 281 de notre référentiel, qui interdit la rémunération des prestataires de collecte proportionnellement au montant des dons collectés. On a beaucoup d'autres règles sur la collecte, donc je ne les ai pas toutes listées ici, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous, le regard qu'on vient porter et qui se ressent vraiment de manière transversale dans notre référentiel déontologique, les règles, en fait, elles sont vraiment là pour s'assurer que le processus de collecte est maîtrisé par l'organisation, qu'il est sécurisé, que toutes les étapes sont identifiables et compréhensibles par le donateur, que la confidentialité des données et des informations personnelles des donateurs est respectée et qu'il y a de la clarté, que pour le public, le modèle des prestataires de collecte est compréhensible, qu'il y a une certaine transparence dans la communication des organisations et que quand une collecte est lancée, on sait clairement à qui elle va bénéficier et dans quelles conditions. Donc ces règles, elles sont là finalement pour... elles ont été conçues dans un état d'esprit qui vise à prévenir 2 dérives. La première dérive, c'est la sursollicitation des donateurs. Et la deuxième dérive, c'est
le fait que les prestataires de collecte ne puissent pas privilégier leurs propres intérêts financiers avant tout au détriment de la mission d'intérêt général des organisations finalement. Il y a quelques années, il y avait eu une dérogation au moment où toutes les plateformes de crowdfunding sont sorties. Parce que l'idée du don en confiance, ce n'est pas de décourager l'innovation, mais bien que cette innovation en matière de collecte puisse se faire dans un cadre éthique et déontologique. Et donc, au moment où les plateformes de crowdfunding sont sorties, il y a une dérogation qui avait été mise en place et qui a finalement été abandonnée puisque la plupart de ces plateformes et les organisations, du coup, se dirigent plutôt vers des plateformes sur lesquelles on a une tarification forfaitaire désormais. En revanche, on a conservé une exception donc, sur cette règle en matière de rémunération des prestataires de collecte qui porte sur les dons de faible valeur nominale. Puisqu'on estime que dans ce cas de figure très précis, le risque de sursollicitation des donateurs est plus limité. Et du coup, ça nous amène à avoir plusieurs modes de rémunération qui sont aujourd'hui acceptés. Le système des pourboires et une rémunération basée sur le nombre de dons. Donc voilà, c'est des alternatives qui sont possibles et sur lesquelles on va revenir aujourd'hui. Voilà pour le petit topo déontologique et je laisse désormais la parole à nos intervenants pour la suite de ce webinaire. Donc, Georges et Pierre-Emmanuel, si vous voulez bien vous présenter et présenter Dift et Microdon, c'est à vous. Oui, merci beaucoup Vincent. Parce que je commence, Pierre-Emmanuel. Bonjour à tous. Donc, je suis Georges Badevant. Je suis cofondateur de la plateforme de dons Dift que j'ai lancée il y a à peu près 3 ans. C'est une société à mission dont notre mission étant de se dire comment on arrive à flécher un maximum de fonds vers des projets de transition à impact écologique et social positif et à impliquer le plus grand nombre dans cette dynamique. Donc, on a une activité qui est on a une activité qui est aujourd'hui sur 2 types d'opérations. On va surtout se concentrer aujourd'hui sur la deuxième. Et toute une première partie de notre activité historique, si j'ose dire, c'est d'aider des entreprises à faire grandir leur mécénat en réorientant des budgets marketing vers des dons cadeaux, des dons gifts. Et donc ça, on a aidé plusieurs centaines de marques à remplacer des goodies, en gros, ou des points de fidélité par le fait d'offrir des gifts à des associations vérifiées, sur lesquelles nous, ensuite, on fait un travail toujours de tiers de confiance pour les flécher ces dons vers des associations du catalogue gift. Et on a une deuxième activité qu'on a lancée et qui aujourd'hui occupe le plus gros de notre focus depuis 6 mois, c'est le fait d'être un outil de collecte pour les associations auprès des particuliers, notamment via le peer-to-peer. Et donc, on permet à des associations d'intérêt général vérifiées, on pourra y revenir un petit peu après, de lancer leur propre cagnotte solidaire. Ce sont des choses qui existent déjà depuis des années. Néanmoins, la particularité, c'est qu'on accompagne gratuitement l'association pour lui permettre de lancer un temps fort de collecte qui implique euh, une dizaine ou plusieurs dizaines de bénévoles qui deviennent collecteurs. Et donc, on accompagne tous ces collecteurs pendant un temps fort de collecte qu'on appelle un challenge gift pour aider justement les organisations puisqu'on parle de collecte innovante, à essayer d'aller chercher au-delà de leur cercle 1. Donc l'idée, c'est justement bien de se dire comment on ne sursollicite pas notre premier cercle de donateurs qui reçoit déjà un certain nombre d'emailing, de courriers, etc. Mais comment on s'aide de bonne volonté de notre premier rang de soutien pour aller chercher des nouveaux donateurs. Et donc, ce mécanisme de challenge gift, que je pourrais détailler un peu après si vous voulez, permet justement à ce moment-là d'aller chercher le cercle 2 grâce à des... mais du coup, et on cadre à ce moment-là et on accompagne et on outille ces nouveaux collecteurs pour se sentir légitimes et avoir les bonnes ressources pour savoir collecter pour l'organisation. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait en quelques mots. Puis, Pierre-Emmanuel, je peux te laisser prendre la main si tu veux. Merci Georges. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Pierre-Emmanuel Grange, je suis le fondateur de Microdon.
Donc, Microdon, c'est une entreprise sociale qui est agréée ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale, ce qui nous rattache à l'ESS. Donc, Microdon a grandi et s'est développé avec la finance solidaire. Donc, cette finance patiente qui investit dans des structures pour les aider à développer leur impact social. On est depuis 2020 filiale de la Banque Postale, elle-même filiale de la Poste et donc de l'État et de la Caisse des dépôts et consignations. Et on est par ailleurs agent d'établissement de paiement d'Ivines, qui est également une filiale de la Banque Postale, pour voilà, assurer voilà, la transparence et, de la collecte et de la redistribution aux associations bénéficiaires. Donc nous, on est un acteur de ce qu'on appelle un acteur pionnier. Alors on existe depuis 17 ans, hein, donc maintenant plus tout à fait nouveau. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous nous connaissent et ont été confrontés à nos dispositifs. On est un acteur pionnier de ce qu'on appelle la générosité embarquée. C'est cette idée de greffer une opportunité de don dans les transactions du quotidien pour permettre aux citoyens de donner quelques centimes à quelques euros à partir des actes de la vie courante. Donc moi, c'est une mécanique que j'ai découvert au Mexique il y a une vingtaine d'années et que j'ai trouvé géniale et que j'ai essayé de développer et d'importer en France. Donc ça a été long, un peu compliqué à développer, mais maintenant on aime à dire que les petits ruisseaux font enfin les grandes rivières, même si, comme je viens de l'évoquer, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et donc on est dans deux domaines principaux. Le premier, c'est l'arrondi en caisse, donc ça, l'arrondi solidaire. Donc c'est ce petit bouton vert sur lequel on vous incite, on vous propose d'appuyer à la caisse de votre supermarché ou d'un magasin pour donner quelques centimes à une association. Donc ça, cet arrondi, on l'a mis en caisse, on l'a mis en place dans 35 enseignes, dans 7000 magasins, pardon. Il y a 38 millions d'actes de dons qui sont effectués chaque année. Et l'année dernière, ça a permis de collecter 15 millions d'euros environ en 2025. Et ensuite, on a un second dispositif qui s'appelle le don sur salaire et qui propose à des grandes entreprises, ETI, grandes entreprises, une forme d'engagement citoyen à leurs collaborateurs et qui permet à des salariés de s'abonner aux dons sur salaire et chaque mois d'être prélevé de quelques centimes à quelques euros et de reverser ces euros à une association bénéficiaire parmi une présélection qui a été faite par l'entreprise et ses salariés. Ça a permis de collecter 2,5 millions d'euros l'année dernière. Et donc sur l'ensemble de nos dispositifs, depuis que Microdon existe, on a franchi, on vient juste de franchir la barre des 100 millions d'euros collectés. Donc voilà, pour vous parler rapidement de Microdon. Et que vous dire de plus? Peut-être que on ne fait pas de dons affectés chez Microdon. Donc voilà, ça a été vraiment. On avait commencé au tout début de Microdon, on avait cette idée de faire du don affecté, d'identifier des projets et de financer ces projets. Mais très vite, on s'est aperçu que c'était très compliqué à gérer et qu'on perdait entre guillemets les donateurs quand on passait d'un projet à un autre projet. Et par ailleurs, c'est quelque chose qu'on demande, tous les bailleurs de fonds demandent beaucoup aux organisations bénéficiaires. Et de moins en moins, je ne vais pas dire leur font confiance, mais de moins en moins leur permettent enfin, ne leur demandent pas ça. Et nous, on a beaucoup échangé avec les bénéficiaires et on vient les financer en fonds propres et on vient pas donc vraiment viser un projet en particulier. Donc voilà pour Microdon. Et puis, je te redonne la main, Vincent. Ouais, merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ces présentations. On va parler un peu de traçabilité, transparence des dons. Tout d'abord, j'aimerais savoir comment vous garantissez la traçabilité des dons. Évidemment, c'est un sujet important, de l'acte de don jusqu'à l'organisation bénéficiaire. Et éventuellement, question annexe, quels outils ou dispositifs vous mettez en place pour assurer une information claire aux donateurs sur tous ces sujets-là? Ok. Je garde la parole, Georges, et je te la rends Parfait, après, si tu es d'accord. Donc, Microdon, nous, on est agent d'établissement de paiement d'Easiness, donc filiale de la Banque Postale, ce qui nous rattache, on va dire, à toute
l'organisation bancaire et à la conformité bancaire. Et donc, on est bien suivi par notre actionnaire sur l'ensemble de ces enjeux et de ces sujets, en particulier en matière de ce qu'on appelle dans le jargon bancaire l'entrée en relation, les KYC, les KYB bancaires. Donc, on demande pas mal d'informations aux bénéficiaires, aux associations, puisqu'on doit leur créer des wallets, des porte-monnaies électroniques. Et donc là, ça impose de nous envoyer les statuts, les pièces des dirigeants, les bénéficiaires effectifs. Et ensuite, tout ça, c'est mouliné dans un certain nombre de moulinettes de la banque, type voilà, des moulinettes pour vérifier la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Donc voilà, tout un tas d'aspects voilà, assez réglementaires bancaires. Nous, par ailleurs, on s'assure, puisqu'on ne finance que des associations d'intérêt général ou d'utilité publique, donc de vérifier un certain nombre de sujets sur ces aspects. D'un point de vue technique, Microdon, on est interfacé et connecté au système d'information des grandes entreprises, que ce soit les bulletins de paye ou que ce soit les outils de paiement, de monétique, donc le terminal de paiement électronique sur lequel vous pianotez votre code et que vous appuyez sur le bouton vert. Et tout ça, on a accès à tous les journées, à toutes les journées et à tous les journaux de dons. Donc, on a accès à tout, et au moindre centime près, la moindre ligne de don, on a accès. Donc, on a monté des gros partenariats avec les leaders de la monétique et de la paye. Donc, on a la traçabilité qui est assurée sur l'ensemble de ces paiements. Et ensuite, bah, voilà, on fait des appels de fonds en fin de campagne pour clore la campagne et s'assurer de la collecte et de la redistribution à travers ce système de wallet, donc du wallet de l'enseigne ou de l'entreprise au wallet porte-monnaie électronique du bénéficiaire pour collecter et redistribuer les dons, les fonds. Et puis par ailleurs, on a un commissaire aux comptes, le cabinet Gégard, que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils sont assez dans le secteur. Je ne veux pas faire la pub du cabinet, mais voilà. Qui analyse à la fois les aspects, on va dire, financiers de l'organisation de Microdon et à la fois l'extra-financier, la collecte, la redistribution des dons et les sujets des reçus fiscaux. Par ailleurs, il n'y a pas de reçus fiscaux sur les arrondis solidaires, hein, les microdons, le don il est anonyme, c'est pas possible. En revanche, il y en a sur le don sur salaire, où là c'est possible. Et puis par ailleurs, Microdon et ESUS, et on encadre, enfin nous on encadre la lucrativité, et on encadre les salaires, les dividendes et les plus-values dans l'organisation. Et on capte aussi, on reviendra peut-être sur ce sujet un petit peu plus tard, et précisément, Jade, par rapport à la règle déontologique que tu as évoquée et à la jurisprudence qu'il y a sur les arrondis et les microdons, mais on encadre quand même la collecte. Et sur des collectes qui dépassent, enfin voilà, on a gradué le pourcentage de frais de service qui était mis en œuvre par Microdon. Et en fonction des collectes, il y a un plafond, et au-deçà de ce plafond, on collecte, on ne prend plus rien. Donc voilà, après, on communique, pour répondre à la dernière question, Vincent, on essaye de communiquer de façon la plus transparente auprès des donateurs. Alors, c'est beaucoup plus facile pour le don sur salaire dans les entreprises parce que, appuyé par les outils de l'organisation de l'entreprise, on peut atteindre plus facilement le salarié donateur. Sur les arrondis en caisse, on essaye beaucoup de faire de la communication média. On en a eu pas mal d'ailleurs la semaine dernière. Mais après, voilà, c'est un vrai challenge que d'être identifié, visible déjà dans le magasin et que d'être associé aux communications et des bénéficiaires et des associations et des enseignes pour communiquer ensuite sur l'impact sur lequel on essaie de communiquer 6 mois après la collecte. Mais dans l'antre de la consommation, ce n'est pas chose aisée. Georges, je te passe. Merci. Georges, si tu veux bien. Oui, carrément. Alors, donc sur ce sujet de la traçabilité, transparence, donc d'un point de vue effectivement purement technique, c'est des choses aussi qu'on peut mettre en place avec nos différentes techniques propres côté DIFT, de se dire, bah, voilà, il y a un suivi financier clair via les systèmes de paiement mis en place, des systèmes de wallet.
Sur quoi je voudrais surtout insister par rapport à nous, ce qu'on essaye de faire avec Dift. Nous, la singularité chez Dift par rapport à peut-être ce que tu dis, Pierre-Emmanuel, sur Microdon, c'est que chez Dift, l'expérience va toujours être digitale. Alors, elle peut l'être en partie, effectivement, avec l'arrondi sur salaire, mais nous, 100% des opérations, effectivement, sont issues d'une expérience où il y a un utilisateur qui est sur son smartphone ou sur son ordinateur et qui va soit participer, du coup, à la cagnotte solidaire de quelqu'un dans le cadre d'un challenge Dift, soit distribuer le Dift lié à une marque. Et donc, pour ça, nous, la traçabilité qu'on essaye de mettre en place, c'est celle de s'assurer que je vais, en tant que donateur ou en tant que gifter, recevoir des communications de qualité de l'association suite à mon action de don, suite à mon action de générosité. Et donc, pour cela, comment on fait? En fait, chaque personne qui va choisir donc soit de faire un don, soit de distribuer son gift, va ensuite recevoir une fois par trimestre, pas plus, mais pas moins, une communication via Dift qui va remonter de l'association. Et donc nous, on va demander chaque trimestre à l'organisation de charger chaque trimestre une actualité sur son projet associatif principal. Et donc, on rejoint en ça effectivement le fait que les dons sont aussi non fléchés, mais surtout qu'en fait, dans notre mécanisme, on s'adresse à des gens qui ne sont pas souvent des donateurs habituels. C'est pas la première communauté d'une association, ce sont des gens justement qui sont plus loin, qui sont issus des collaborateurs ou des clients d'une marque, qui parfois, comme le dit Pierre-Emmanuel avec justesse, sont très très loin aussi de ces sujets-là parce qu'on est dans un moment plutôt de consommation, etc. Ou soit parce que ce sont simplement, c'est pas le cercle d'une association, c'est plutôt les amis de vos amis. Et donc ils vous connaissent pas le nom de votre association, même s'ils ont le nom de l'association, ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière. Et donc nous, ce qu'on propose à l'association, c'est de dire, mettez votre projet principal d'impact sur, enfin votre projet associatif, présentez-le votre projet associatif sur Dift. Donc l'idée, c'est pas que l'association présente par exemple l'ouverture de son antenne à Marseille ou à Bordeaux, mais plutôt qu'elle présente vraiment sa mission d'impact principale et qu'elle l'illustre de manière plus précise avec ce qu'on appelle un étalon d'impact. C'est-à-dire, on lui demande, bah, si vous avez 1000 euros à l'aune de tout votre budget, quel impact concret, est-ce que vous avez des exemples d'impact concret que vous avez pu avoir? Et ça permet éventuellement d'être plus chiffré, d'être plus illustratif sur des exemples précis au-delà de cette grande mission. Donc, on essaye d'équilibrer ce message. Et donc, en tant que donateur Difter, je soutiens mon association. Je vais recevoir ensuite ces actualités. Je peux les retrouver aussi en permanence sur mon profil en ligne Dift, où je vais retrouver ces nouvelles. Ces nouvelles, elles sont modérées par Dift, à savoir on s'assure que il y a une homogénéité de style par rapport à ce que chacun reçoit, que le message du coup correspond bien à une actualité générale de l'association. Et ce n'est pas une ressollicitation non nécessaire à ce moment-là, c'est simplement une nouvelle qu'on espère de qualité. Donc il y a cette action qu'on fait là sur tout ce suivi-là. Et un autre élément de traçabilité et de transparence, c'est que sur tout ce qui est cagnotte solidaire, nous, on s'attache à ce que 100%, sur 100% des collectes, le reçu fiscal puisse être généré automatiquement. Voilà, lorsqu'on fait, enfin, c'est des montants en général de dons de plusieurs, voilà, qui sont en moyenne peut-être de 50 euros environ. Donc les gens ont envie de récupérer en général leur reçu et de savoir que, et en l'occurrence, nous sommes un jeune acteur du don, donc on ne nous connaît pas encore beaucoup à l'échelle de la France. Donc c'est normal que les gens aient envie de se dire, bah, j'ai envie de recevoir aussi la preuve que j'ai bien fait un don. Et donc à ce moment-là, on a prévalidé avec l'association qu'on était en capacité d'émettre le reçu fiscal pour son compte. Et ça, le fait d'avoir ce reçu fiscal immédiat, ça rassure plusieurs personnes. Le donateur, évidemment, in fine, mais aussi beaucoup le collecteur qui, avec sa cagnotte solidaire, va pouvoir dire, bah, si, regarde, tu peux faire ton don et aussi avoir le reçu immédiatement, ce qui est rassurant aussi par rapport à cette expérience. Donc voilà, c'est peut-être deux éléments sur lesquels, côté Dift, on a pu mettre de l'accent jusqu'ici. Très bien, merci à tous les deux. Il y avait une petite question annexe qui était à laquelle vous avez répondu, si je comprends bien, comment vous travaillez pour sécuriser cette chaîne de confiance avec les organisations. Il y a à la fois la partie technique, on parlait des wallets notamment, et puis la partie un peu cahier des charges de communication que vous allez attendre aussi, vous, de vos partenaires, si je comprends bien. Oui, c'est ça. Si j'ai C'est bien ça. suivi. Exactement. Et même, en fait, donc Dift est gratuit pour les associations,
Mais la principale, au-delà du moment où elles sont sélectionnées, la principale exigence qu'on a du côté de l'association, c'est qu'elles partagent ces nouvelles et ces actualités. Donc ça, c'est finalement ce qu'on attend d'elles une fois elles sont en ligne. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va parler un peu modèle économique et puis toujours clarté pour le donateur, c'est très important. Donc pareil, question à tous les deux. Quel est votre modèle économique, bien sûr? Est-ce qu'on parle de pourboire? Est-ce qu'on parle de commission, de forfait, de prise en charge par l'entreprise? Et on parlera effectivement comment on peut rendre ce modèle à la fois compréhensible et puis visible, transparent pour le donateur. Ok. Je commence, Georges? Donc nous, Microdon, on a un modèle économique dual, donc à la fois les enseignes, les entreprises qui nous rémunèrent et à la fois les associations. Et c'est un petit peu différent en fonction des dispositifs. Donc sur le don sur salaire, c'est uniquement les entreprises qui nous rémunèrent. Donc on vend une plateforme SaaS. Le jargon, c'est une plateforme informatique qui se met aux couleurs de l'entreprise et les entreprises nous rémunèrent. Il y a un projet de mise en œuvre, donc un coût de mise en place, et ensuite il y a un abonnement annuel, un récurrent. Et puis après, sur le dispositif de l'arrondi solidaire à la caisse des supermarchés, là, on a un dispositif dual. Donc, c'est à la fois les enseignes de distribution qui nous rémunèrent pour avoir un accès à un outil qui permet de gérer les collectes, de téléparamétrer les collectes sur les terminaux de paiement électroniques. Et à la fois, on prend des frais de service qui sont de l'ordre de 10% TTC, qui est le taux appliqué par tous les acteurs de la générosité embarquée, de l'arrondi, du microdon en Europe, le taux moyen. Donc 8,33 hors taxe, 10% TTC. Mais après, il y a, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, un système d'encadrement qui fait que sur les très très grosses collectes, donc sur les collectes de plus de 500 000 euros, ça passe entre 500 000 et 800 000 euros, un taux inférieur, et au-delà de 800 000 euros, il n'y a plus de taux. Donc voilà, on a encadré la collecte. Et par ailleurs, comme je l'ai évoqué, donc Microdon est une entreprise solidaire, encadre sa lucrativité, ses salaires, ses dividendes et sa plus-value. Bon, pour la petite histoire, en 17 ans, on n'a jamais eu de dividendes et de résultats positifs. Microdon n'a jamais été positif jusqu'à présent. Mais voilà, heureusement qu'on a eu des actionnaires patients, donc la finance solidaire. Et puis ensuite, voilà, on appartient à la Banque Postale, qui a une mission, qui est une banque citoyenne, qui a une mission d'accessibilité bancaire et qui nous a aidé à passer ces caps un peu complexes ces dernières années, comme bon nombre d'associations ont eu à vivre, hein, mais Ukraine, Covid, ça n'a pas été des années tout à fait évidentes, mais voilà, on a franchi le cap, et puis elle nous aide aussi à un peu nous structurer pour atteindre la rentabilité. Et voilà, la banque, elle ne nous demande qu'une seule chose, c'est d'être durable et éventuellement d'arriver à financer nos innovations et notre développement. Euh, donc voilà comment est-ce que fonctionne Microdon, son modèle économique. Et à peu près, voilà, c'est à peu près 2 tiers de nos revenus qui proviennent des entreprises et 1 tiers de nos revenus qui proviennent des bénéficiaires associations. Oui. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel. Ah oui, je vois qu'il y a une question. Oui, ce sera peut-être à la fin la question. Oui, peut-être côté DIFT. Donc pour l'instant, en termes de chiffres, effectivement, notre modèle où aujourd'hui, enfin, il est aussi dual, comme toi, Pierre-Emmanuel. Nous, 98% des revenus aujourd'hui proviennent des entreprises. Donc sur notre modèle historique du DIFT. Ça va consister pour nous à mettre en place des plateformes logicielles de gestion du mécénat pour offrir, pour que ces marques, pour que ces directions marketing, ces directions RH puissent offrir des DIFT. Et donc, c'est un fonctionnement avec différents plans logiciels selon eh bien, le nombre de langues, la capacité à ajouter d'autres associations qui font déjà partie de leur thèse de mécénat, l'intégration, parce que nous ne sommes pas intégrés aux terminaux de paiement, mais souvent beaucoup plus au programme de fidélité.
ou encore au programme client, au programme relationnel où il y a la gestion des points de fidélité, etc. Donc ça va dépendre aussi de ces modes d'intégration. Donc aujourd'hui, ça c'est l'écrasante majorité de nos revenus. C'est ce modèle côté entreprise, un modèle SaaS avec des abonnements annuels fixes et forfaitaires. Et puis donc il y a sur les challenge diff que je commençais à évoquer, où là on a commencé, donc on a accompagné plus de 65 associations sur le deuxième semestre 2025 sur ces challenges de collecte. Et là le modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle de pourboire simplement, comme Elle Loiseau avait réussi à le set-up après quelques années de lancement. Et donc aujourd'hui, bah, c'est le modèle assez classique que vous connaissez, hein. Donc c'est la capacité pour le donateur de choisir, de cocher, de décocher. Aujourd'hui, on est même, enfin, euh, aujourd'hui c'est donc on a des benchmarks, donc on sait effectivement ce que les plateformes historiquement sur la générosité, sur les pourboires volontaires pouvaient avoir. On est encore très en dessous de ces benchmarks parce que justement nous on n'a pas encore finalement optimiser du tout ça, alors que c'est quand même une source de revenus et d'équilibrage du modèle pour nous. Mais donc on a ce modèle-là qu'on a pu mettre en place là sur les Challenge Gift. Très bien, merci beaucoup. Et donc la question, effectivement, pour vous deux, hein, est-ce que ces deux modèles sont compréhensibles, visibles pour le donateur? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites vraiment spécifiquement ou que vous pouvez faire encore plus pour le rendre plus visible? Ou est-ce qu'il n'y a pas de besoins aujourd'hui qui vous apparaissent évidents? Nous, on communique très clairement. C'est écrit sur tous les tickets de paiement, le modèle économique. Typiquement, la commission, c'est écrit là. Et tu vois, là, la semaine dernière, on a eu pas mal de retombées presse suite à un communiqué de presse sur justement le comparatif entre les différentes régions, les régions les plus généreuses. Et on a eu un petit media storm, je mets des guillemets. Et ce sujet, il est bien identifié, il est bien repris par les médias, et c'est bien explicité que il y a 10% de frais de service qui sont prélevés. Et c'est des belles opportunités pour nous de communiquer auprès des donateurs, ces reprises aux médias, et aussi de passer un certain nombre de messages. Je pense que les assos, les bénéficiaires, elles font aussi face à un certain nombre de légendes urbaines sur l'écosystème, les assos, sur les réseaux sociaux en particulier, il y en a il y en a des vertes et des pas mûres. Et en particulier, nous, on en avait une sorte de fake news qui circule sur est-ce que que les enseignes défiscaliseraient les dons des citoyens. Bon, voilà, je pense que vous êtes bien au fait de ces sujets, et en aucun cas, vous n'émettez de reçus fiscaux. Les associations qui nous écoutent, elles le savent. À des enseignes de distribution pour des dons qu'elles n'ont pas effectués, puisque ce sont en effet leurs clients qui les émettent. Donc, toutes ces opportunités d'échanger avec les médias et la presse sont l'occasion pour nous de communiquer et sur notre impact, de valoriser certaines associations à travers des contenus, et également de débunker un certain nombre de sujets comme ceux-là. Ouais, et en effet, alors nous sur ce qu'on s'attache à bien communiquer, alors lorsqu'il y a lorsque le donateur est invité à éventuellement laisser un pourboire, ben, on met en face le motif aussi, et le motif c'est que DIFT déploie des outils gratuitement pour les associations. Et donc c'est cette motivation que nous on communique régulièrement, que ce soit du côté de notre modèle des opérations DIFT ou des challenges de collecte peer-to-peer DIFT. Et donc, c'est ça aussi qui nous guide et nous force à plutôt essayer de créer de la valeur pour les associations et leur écosystème, plutôt que de nécessairement déployer des outils payants. Ce que j'ajoute à ça, une précision importante, c'est que nous, on aide beaucoup d'organisations qui sont peut-être une taille peut-être de 500 000 euros de budget à 5 millions de budget maximum en général. C'est l'essentiel, le gros des organisations qu'on a aidées sur DIFT jusqu'ici. Donc ce sont aussi des organisations qui n'ont pas toujours
ni la culture, ni les moyens parfois de faire appel à des solutions SaaS et d'investir sur ça, de prendre le risque, parce que aussi ce sont des organisations qui n'ont pas toujours qui ne font pas toujours de collecte de dons grand public. Ce ne sont pas les plus grandes marques associatives, etc. Donc par conséquent, à la fois elles ont moins d'historique sur la collecte de dons grand public. Et en même temps, donc voilà, nous, c'est tout ce qu'on essaye d'expliquer aussi, c'est qu'on s'adresse aussi à un tissu d'associations qui a parfois besoin de ce type d'outils. Et c'est ça qui justifie derrière aussi le fait que des marques comme des donateurs peuvent aussi soutenir DIFT de cette manière. Très bien, merci beaucoup. Et comment vous vous assurez que vos modèles sont compatibles avec les principes déontologiques promus par le don en confiance? Est-ce que vous avez, ou éventuellement travaillé avec eux d'ailleurs, sur le sujet, ou plutôt avec les associations bénéficiaires d'ailleurs, lors de la mise en place de vos modèles? Donc moi, et spécifiquement Jade, par rapport à la règle que tu avais évoquée sur la non-rémunération au pourcentage, c'est des choses qu'on avait bien en tête au début de Microdon, et on avait mis en place des modèles qui faisaient qu'on avait réussi pendant de très nombreuses années à faire en sorte que 100% du don soit reversé. On a dû, dans les 2-3 dernières années, totalement changer notre schéma de reversement et incité par les autorités de tutelle diverses et variées, mais préfecture de Paris, ACPR, à rentrer dans un moule bancaire. Et ça a été des très gros investissements pour nous d'avoir cet agrément. Et donc là, on a changé le modèle économique, on est passé à des frais de service. Mais voilà, typiquement, quand on a fait ce move, on est allé voir toutes les têtes de réseau de la coordination générosité, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui rassemble coalition générosité, non Ouais, oui, coalition Coalition. générosité, pardon. Ouais, c'est Donc ça. c'est tout ce qui est France Générosité, le CFF, donc voilà, tous les acteurs un peu tête de réseau pour présenter un peu ce sujet. Et nous, de toute façon, voilà, c'était si on le faisait pas, Microdon n'aurait pas survécu. Donc on a été obligé de faire ce passage-là. Bon, on l'a bien préparé, on l'a bien encadré, et en échangeant avec les enseignes et avec les bénéficiaires, avec toutes nos parties prenantes, c'est ce qui fait que on a mis en place. Bon, déjà il y avait cette jurisprudence qui nous aidait sur l'arrondi, le Microdon, mais on a mis en place des caps, des seuils au-delà desquels, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il n'y avait pas de frais de service. Donc, ouais, on a travaillé vraiment avec les têtes de réseau pour rentrer dans le moule. Même si, voilà, après, moi, je trouve qu'il y a un sujet quand même sur le sujet des frais de service qui devrait être rediscuté, parce que, bon, voilà, il y a quand même beaucoup d'acteurs, typiquement les acteurs bancaires, vos banques respectives, elles prennent des commissions de flux, hein, et il y a des pourcentages. Donc, il y a quand même des acteurs qui, quoi qu'il arrive, prennent un pourcentage. Et il y a beaucoup d'innovations autour de ces sujets qui ont ce modèle économique lié à des pourcentages. Donc voilà, moi je trouve que c'est un débat qui mériterait d'être prolongé pour accueillir d'autres innovations de collecte. Oui, et puis Merci. moi je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, Pierre-Emmanuel, sur la méthode en fait. Nous, DIFT, enfin, voilà, on essaye, en étant évidemment beaucoup plus jeune, mais on essaye effectivement de toujours construire de manière collaborative avec les acteurs de l'écosystème générosité. Donc, on échange avec des dizaines d'associations par semaine qu'on aide dans leur collecte ou leur mécénat. On essaie de s'inscrire au cœur des grandes organisations, par exemple le CFF ou notre fonds de dotation est référencé. Voilà, et donc il y a voilà, maintenant je rejoins un petit peu ce que tu dis, Pierre-Emmanuel, sur le fait que, et là on ne parle pas forcément, mais qui sont les Stripe, les prestataires de services de paiement, etc., qui eux, pour le coup, sont effectivement d'un ordre de magnitude un milliard de fois plus gros que nous tous ici.
Et donc, en fait, entre les frais de transaction unique, mais bon, ça vaut même lorsqu'on va à la boulangerie que le boulanger vous dit non, non, je ne prends pas la carte en dessous de 5 euros. Et on ne comprend pas toujours tous en tant que consommateur, mais euh, quand on sait effectivement le modèle de CPSP, prestataire de services de paiement, bah, ça se comprend. Voilà, non, ça ne veut pas dire que c'est le diable non plus. Ça veut dire que ces modèles existent et ont permis aussi à des solutions de s'équilibrer globalement. Donc voilà, c'est pas une mauvaise chose d'y réfléchir à plus long terme. Merci. Bah, je pense que le débat, il est posé. Donc, au sein du don en confiance, il pourra être rediscuté, évidemment. Et c'est un sujet important. Alors, si on parle, d'ailleurs, il y a quelques questions qui sont relatives à ça, hein, sur la sélection des organisations, puis on parlera des bonnes pratiques. Et une question, effectivement, que tout le monde se pose, et surtout les organisations qui ne travaillent pas avec vous, c'est comment vous sélectionnez les organisations qui sont bénéficiaires de vos dispositifs, quels sont les critères, hein, sérieux, gouvernance, transparence, etc. Et aussi également lié un peu, est-ce que vous travaillez avec des organisations, et la question, la réponse, on l'a, mais avec des organisations qui sont reconnues par le don en confiance, pourquoi? Et est-ce que c'est un critère aussi, d'ailleurs, pour vous? Merci pour cette question. Donc, moi, je l'ai un peu évoqué en préambule, là, en introduction. Donc, nous, étant agents d'établissement de paiement Easiness, on a un certain nombre de vérifications sur les mécaniques d'entrée en relation bancaire qui font que on est rentré dans les pratiques bancaires pour vérifier tout un tas de sujets sur les assos, les bénéficiaires. Nous, on vérifie plus les sujets, les critères de respect de l'intérêt général, de l'utilité publique, pour s'assurer que les assos, elles sont en particulier à même d'éditer des reçus fiscaux. Ça, c'est surtout pour le don sur salaire. Après, nous, comme on collecte au sein des enseignes, au sein des entreprises, donc nous, on fait un certain nombre de vérifications, mais in fine, le choix, il revient à l'enseigne, à l'entreprise. C'est elle qui va choisir le bénéficiaire, choisir l'association. Parce qu'elle l'accueille chez elle sur ses dispositifs et elle va exposer cette association à ses consommateurs ou à ses salariés. Et donc, comment est-ce qu'elle les choisit, elle? C'est souvent lié à soit une relation historique que l'enseigne a avec l'association. En tout cas, c'est souvent très logique avec et en ligne avec la stratégie sociétale de l'enseigne. Et il y a une forme de cohérence entre les actions de l'asso, du bénéficiaire, et ce que distribue, ce que vend l'enseigne. Souvent sont également impliquées les fondations des enseignes, les fondations d'entreprises qui œuvrent déjà auprès d'associations. Et donc, c'est elles qui vont ensuite vont faire un peu leur choix des associations. Après, voilà, je ne vais pas vous mentir, il y a aussi les grands rendez-vous de la collecte, les grands marronniers de la collecte, que sont le Téléthon, l'opération Pièce jaune, Octobre rose. Bon, tout ça, c'est aussi, ce sont des campagnes à forte résonance. Et justement, parce que l'arrondi, le microdon, il est assez, c'est un réflexe, il est fugace. Voilà, il accompagne bien soit de l'urgence, soit ce type de grandes campagnes nationales sur lesquelles on communique beaucoup. Donc voilà, mais pour répondre, c'est vraiment les entreprises, les enseignes qui, in fine, choisissent. Et à la fin, voilà, hein, c'est quand même le choix ultime, et à la fin, il revient au donateur. Enfin, c'est lui qui dit non en appuyant sur le bouton rouge, attend quelques secondes, le message disparaît, ou appuie sur le bouton vert pour dire oui. Merci Pierre-Emmanuel. Oui, carrément. Et donc, côté Dift, en fait, on est une plateforme qui est fermée. C'est une grosse différence par rapport à d'autres modes de collecte qui peuvent exister. En fait, nous, on est parti enfin, on a observé qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, il peut y avoir beaucoup de défiance sur aussi les cagnottes globalement. En fait, où est-ce que va l'argent? Qui est l'organisation derrière cette entité? Donc, il y a toute cette défiance dont on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on a donc sur Dift,
ne peuvent se référencer pour faire des challenges de collecte DIFT uniquement des associations donc, françaises d'intérêt général et sur lesquelles nous, on va avoir la capacité de délivrer le reçu fiscal ou au moins de s'interconnecter d'un point de vue technologique pour qu'elles puissent le faire quasi immédiatement. Et après, on va vérifier trois critères de bonne gestion, qui est d'abord le côté financier, donc le suivi financier sain. Donc on va, pour ça, on demande les comptes à jour validés par expert comptable, et puis aussi un budget annuel minimum, qui ont un budget annuel minimum de 50 000 euros, ce qui permet d'avoir une certaine maturité sur ces organisations et de savoir aussi que la collecte va pouvoir être animée sérieusement en face. Deuxièmement, des éléments de gouvernance. On rassemble l'ensemble des éléments formels, statut, PV d'AG, etc. Et on fait les checks, les vérifications classiques KYB réputationnelles. Et troisièmement, des éléments aussi d'impact, à savoir, on a envie, et ça c'est une vérification qui est davantage formelle, c'est de savoir si l'organisation, d'un point de vue formel, produit effectivement des rapports d'activité ou suit la répartition de ses dépenses entre missions sociales, recherche de fonds, frais de fonctionnement, etc. Donc là, DIFT à ce moment-là n'est pas évaluateur de quelle est une meilleure organisation sur telle problématique. On s'assure simplement formellement d'une bonne gestion dans ces formes-là. Et puis, dernier paramètre, on ne soutient aussi pas toutes les organisations. On va soutenir les organisations qui vont être reliées d'une manière ou d'une autre à un des objectifs du développement durable, c'est-à-dire un lien à l'environnement, la solidarité et la santé. Et donc, on exclut tout le politique et tout le religieux par défaut de DIFT. Donc, c'est aussi pour nous un élément un élément de confiance. Donc, on essaie d'appliquer tout ça pour des organisations qui, du coup, veulent lancer des challenges DIFT. C'est comme ça que, enfin, c'est le filtre qu'on opère pour que, au fil des mois, au fil des années, eh bien, le donateur puisse s'y retrouver et puis qu'il puisse savoir que voilà, il y a il y a une homogénéité des types d'associations, des types de structures qu'on peut soutenir sur DIFT et que il y a au moins ces filtres-là. Merci Juste beaucoup. Oui, petit vas-y. complément, évidemment, on a l'ensemble des dispositifs très similaires à ce que Georges vient de proposer. Nous, on s'intéresse aussi on a un critère en plus, un sujet en plus qui est lié parfois à des collectes très très importantes qu'on a dans la grande distribution, c'est le taux d'emprise. On s'assure que l'association, le bénéficiaire, soit en capacité de gérer ce budget. Et pour certaines collectes, voilà, on s'assure que voilà, ce ne soit pas un montant trop important qui ferait que si l'année suivante, le bénéficiaire n'était plus choisi par l'association, ce serait très problématique par rapport à son budget et sa capacité d'exécution. Donc ça, c'est un souci supplémentaire qu'on s'est mis sur l'arrondi en caisse. Ouais, c'est clair. Et ouais, souvent, il y a on a pu le fixer à peu près à 20%, effectivement, ou 20 ou 25% pour se dire au-delà de 25%, ça devient un vrai risque, effectivement, à plus long terme, au-delà de ce qui pourrait ressembler à une bonne nouvelle, en effet. Ouais. C'est un point important, effectivement, ça. Et si là, on se met un peu dans la peau d'une organisation, quelle que soit sa taille, hein, qui souhaite se lancer dans ces leviers, parce que là, je pense que ça donne envie, ce que vous dites tous les deux. Quelles seraient, selon vous, un peu les recommandations que vous pourriez avoir, éventuellement les erreurs, les points de vigilance aussi pour ces organisations, en fonction peut-être de leur taille et de leur capacité aussi, hein, financière ou technique? Alors, pour se lancer, nous, en fait, la principale ressource qu'il s'agit où une organisation peut vérifier qu'elle l'a bien à disposition, c'est se demander si effectivement elle est en capacité de solliciter, non pas ses donateurs, mais solliciter du coup des bénévoles, soutiens, membres du conseil d'administration, voire salariés également, sur le fait de collecter pour cette organisation. Donc ça, il y a plusieurs questions à se poser. Est-ce que j'ai déjà fait appel à ma communauté proche de soutien pour collecter? Oui, non. Quels ont été les retours? Et deuxièmement, nous, comme on le lance sous le format d'un challenge, où en fait, on va s'assurer qu'il y a un minimum d'une dizaine, quinzaine de collecteurs,
il s'agit aussi de se demander s'il y a une base suffisante de communauté pour cela. Et ça, c'est important, ce côté communauté, parce qu'en fait, ça va, comment dire, aider les uns et les autres à se former. Ça peut faire peur de mettre en avant son association ou son engagement auprès d'autres gens et d'avoir parfois des refus. Et donc, c'est là où les retours et le fait d'avoir un peu de chaleur communautaire et d'échange entre des collecteurs qui parfois idéalement se connaissent déjà, c'est très positif. Donc, voilà, c'est ce que je conseillerais d'abord sur la ressource qu'il va pouvoir utiliser. Et deuxièmement, c'est de regarder aussi quels sont les temps forts et qui vont pouvoir, dans un calendrier, être activés. Un challenge diff, ça permet aussi, à un moment peut-être où, hors période de fin d'année, d'essayer aussi de créer de nouveaux temps forts de collecte. Et donc ça, c'est quelque chose qui est important parce que les donateurs sont ultra sursollicités en décembre. Alors, enfin, à raison sur les chiffres, effectivement, c'est là où ils donnent aussi. Mais ça permet parfois, lorsque c'est échelonné tout au long de l'année et à d'autres moments, de créer aussi plus d'écoute et un espace de générosité plus sain peut-être. Donc voilà, on l'invite aussi à regarder quel temps fort dans le calendrier, quelle annonce, quel AG, quel moment de prise de parole pourrait être un bon moment aussi d'appel à la collecte via un challenge gift. Donc c'est ce qu'on recommanderait. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour vos réponses. On a fait le Alors, petit tour des questions qu'on avait. ouais, on a quelques questions dans le chat. Je vous propose qu'on les prenne. Alors, on a répondu en gros à la première vague de questions au fur et à mesure, mais on a une question de William. Les procédures AML devraient concerner les donateurs qui donnent de l'argent et non pas les associations bénéficiaires. Est-ce que l'un d'entre vous veut répondre à cette question? Alors, comment dire je ne sais pas si la personne veut étayer ou pas. Alors, enfin, comment dire d'abord, on s'assure que enfin, la structure n'est effectivement en tant que telle une structure qui. Enfin, ok, je comprends mieux ce que ça veut dire. Euh, En fait, je sais pas, c'est peut-être plutôt dans un cadre de mécénat que vous voulez dire ça, ou enfin, si on est dans le cadre d'un microdon ou d'un DIF individuel, a priori, on est quand même sur des montants de dons de quelques euros, quelques dizaines d'euros. Donc, je sais pas si c'est forcément pertinent vu les volumes. Oui, en Euh, fait, je prends la parole pour ouais, préciser simplement. C'est non, normalement merci. dans les procédures anti-blanchiment, ce qu'on regarde, c'est l'argent qui arrive en amont. Oui, d'accord. Et Oui. c'est là où il faut connaître effectivement le bénéficiaire effectif, etc. Mais là, étant donné le montant des dons, c'est inapplicable, quoi, en fait. Donc, je ne sais pas quelle procédure vous faites, en fait, sur les associations bénéficiaires. C'est plutôt Ouais. ça, parce que le blanchiment, par définition, compte tenu de la valeur de ces dons, on peut pas appliquer cette procédure, quoi, parce que l'argent, c'est du micro-don, c'est du don sur salaire. Bon, donc c'est là où je me demandais quelles sont les procédures que vous déployez pour s'assurer qu'il n'y a pas de blanchiment. Mais en fait, je pense qu'il n'y a pas de procédure à appliquer, à mon sens, hein. T'es Le mute, bénéficiaire, le Pierre-Emmanuel. bénéficiaire effectif, c'est l'association. Est-ce que vous êtes obligé d'aller voir derrière qui y a derrière dans l'association, etc. C'est ça, en fait. Alors, nous, sur ce sujet, bon, on peut parler de microdons, de centimes, mais in fine, pour certaines associations, ça représente plusieurs centaines de milliers d'euros, voire pour un rare nombre, on dépasse le million d'euros. Donc, ça fait quand même des sommes mis bout à bout qui sont importantes. Mais nous, ce processus, il n'est pas assuré par nous en direct, mais il est assuré par la banque. Et c'est la banque qui, lorsqu'on crée le wallet, fait un nombre de vérifications sur l'identité des dirigeants et des bénéficiaires fictifs, du président, du trésorier, et screen voilà, ces informations dans leur moulinette. Et ça, on n'a pas les détails. Ça, c'est le côté Ouais, un peu secret bancaire. On ne sait pas et ils ne communiquent pas les diligences exactes qu'ils font. Mais tous les établissements de paiement sont susceptibles de nous dire, et n'ont pas à justifier cela, ils sont susceptibles de nous dire non, on ne va pas créer de wallet pour telle association. Ouais. d'accord.
Et Ok, effectivement, donc il y a des ça PME. ça concerne bien les associations bénéficiaires, en fait. Vérifier que elles sont propres sur elles, si j'ose dire, Ouais, ouais, et c'est qu'elles n'ont c'est pas ça. d'antécédents. Qu'elles n'ont pas Mais donc d'antécédents. effectivement, c'est les prestataires. Donc nous, on travaille à la fois avec Stripe et avec MangoPay, nous les prestataires de services de paiement, qui nous font remonter des erreurs ou des irrégularités qu'on va généralement vérifier puis pour faire valider, parce que bon, tout ça. Néanmoins, lorsque on a des paiements par carte, on peut avoir à ce moment-là le prestataire Stripe qui lui interdit telle transaction qui est suspecte parce qu'il y a eu une transaction répétée, parce que voilà. Donc il peut y avoir ces choses-là Ah du ouais, côté de paiement carte bancaire. Et alors nous, pareil, c'est une boîte noire. On sait que ça n'a pas pu aller au bout, mais on ne sait pas pour quelle on ne raison. sait pas Voilà. pourquoi. D'accord. Ok, merci. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Il est 11 heures. Malheureusement, on est déjà arrivé au terme du temps qui nous est imparti. Du coup, je vous propose qu'on prenne une toute dernière question que je vais un peu regrouper dans le chat. Une personne qui nous demande, Erika, si nous n'avons pas de relation historique, comment trouver le contact de la bonne personne dans l'entreprise? Une question qui rejoint indirectement, est-ce que c'est difficile pour une asso de transformer une enseigne en partenaire microdon qui fait du don sur salaire au bénéfice de cet asso? Du coup, c'est plutôt pour Pierre-Emmanuel et je t'invite à être synthétique, s'il te plaît. Ouais, Merci. bah, je vais être synthétique. Alors, donc, nous, on a un webinar qu'on organise à peu près une fois par mois pour expliquer à vos responsables du fundraising, de la collecte de fonds, comment parler à ces partenaires du microdon de l'arrondi. Et je ne vais pas vous mentir, oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile de rentrer dans les enseignes. Les places sont chères, entre guillemets, et nous, on essaye d'être agnostique des causes. Et tous les jours, on est approché par des assos. Ils nous disent, bah, tu peux pas parler de moi à telle enseigne. Je dis, bah non, mais il y a quand même 1 700 000 assos. On peut pas, vis-à-vis des autres, être. Voilà. Donc, c'est vraiment à vous et à vos responsables des partenariats entreprises de tisser leurs relations avec les enseignes, avec les entreprises pour essayer voilà, d'être bénéficiaires de nos dispositifs, mais aussi surtout de vos autres actions en direct. Merci beaucoup, Pierre-Emmanuel, pour cette réponse. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je remercie Vincent, Georges, Pierre-Emmanuel de nous avoir consacré cette heure aujourd'hui. On était ravis de mettre en place ce dialogue entre un responsable collecte d'une asso et des acteurs de la collecte qui sont innovants, complémentaires et qui sont aussi en ligne avec nos principes déontologiques. On espère que les représentants d'associations qui se sont connectés aujourd'hui y voient plus clair et ont eu des réponses à leurs questions, comprennent mieux les modèles. Voilà, le replay de ce webinaire vous sera envoyé. Voilà, et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci Au Vincent, merci revoir, bonne Jeanne, journée. Pierre-Emmanuel. Merci à Merci. tous. Au revoir.